Merci bien, Chérif Diop. C'est le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat. Bonsoir, Monsieur Diop, et merci d'être là. Bonsoir, madame. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous avez clôturé aujourd'hui le Salon international de l'artisanat de Dakar. Peut-on dire aujourd'hui que nous avons des artisans productifs et créatifs? Je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de faire un peu le bilan de ce Salon international de l'artisanat de Dakar, la deuxième édition du genre. Je voudrais d'abord vous présenter mes excuses parce que je devais être là à l'ouverture du salon. Malheureusement, pour des contraintes, je n'ai pas pu. Et nous avons donc clôturé ce salon qui est un moment important de la vie de nos artisans sénégalais et africains. Parce que nous avons eu pas moins de 85 exposants sénégalais qui ont montré des produits de qualité et qui ont fait preuve d'ingéniosité. Donc ce n'était pas une foire, c'était un salon donc, qui permettait de découvrir le savoir-faire des artisans sénégalais et de s'arrêter en dehors des expositions, de discuter des problématiques liées au développement de l'artisanat. On s'en sort vraiment avec une bonne satisfaction et je félicite les organisateurs, je félicite aussi les artisans qui ont fait preuve. Dans un contexte de coronavirus, comment ça s'est passé l'organisation? Ça ne devait pas être facile. Ah oui, ça ne devait pas être facile, mais vous savez qu'un salon international, ça se prépare sur presque un an. Parce que nous avons fait la première édition en 2017 et la deuxième devait avoir lieu en 2019. Nous l'avons déplacé en début mars 2020 pour des contraintes internes. Vous savez que 2019 a été une demi-année presque avec les élections, etc. Mais nous avons pris toutes les dispositions nécessaires qui permettaient d'abord de contrôler tous les participants qui venaient des autres pays. Nous avons reçu 11 pays qui sont venus participer avec des délégations ministérielles, des artisans des autres pays. Et avec le ministère de la Santé, nous avons pris les dispositions pour un contrôle effectif des gens qui venaient, mais aussi des dispositions au niveau du centre des expositions pour permettre aux gens de se laver les mains et d'avoir des produits pour se protéger. Nous l'avons fait aussi de manière très soft. Comme j'ai dit, ce n'était pas de grands rassemblements. Nous avons fait, c'était vraiment un salon moderne où on avait la partie exposition et des visites des professionnels et des acquéreurs potentiels. Alors vous avez parlé de salon professionnel, les artisans ont du métier au Sénégal, c'est un constat. Oui. Il est avéré qu'ils ont du métier, mais ils ont du mal à se moderniser justement, alors que vous venez de faire un salon très moderne. Ben oui, c'est parce que justement les gens pensent que les artisans sont encore pas modernes. Mais il fallait visiter le salon pour comprendre que les artisans, quand même certains, c'est vrai que la majeure partie est encore dans une situation qui nécessite une amélioration. Nous avons un programme pour cela. Mais nos artisans, quand même, il y en a qui sont beaucoup modernes, qui font des produits de qualité, de dimension internationale. Je ne veux pas faire de publicité, mais il y en a qui ont des marchés jusqu'à l'international. Mais c'est vraiment des gens triés sur le volet. La grande masse, évidemment, est restée encore dans ce stade basique. Et aujourd'hui, l'ambition du président de la République, c'est quand même d'accompagner la grande masse pour qu'ils puissent aller dans la production de qualité, mais aussi dans la standardisation. Le stade basique dont vous parlez, ça correspond à l'informel. Oui, vous pouvez dire informel, mais l'ambition que nous avons, c'est de les tirer de ce stade informel-là, où ils ont des espaces de travail beaucoup plus organisés, beaucoup plus modernes, beaucoup plus équipés, parce qu'aujourd'hui, l'ambition du gouvernement, c'est d'accorder une bonne part de la commande publique à ces artisans, mais il y a encore des préalables. On a fait un pas, des pas très importants ont été faits, mais il reste encore des choses à faire. Nous avions un objectif de 15% que nous avons dépassé et le président de la République veut que l'artisanat constitue vraiment le moteur qui impulse l'industrialisation tel qu'il le dit dans ces 5 initiatives. Donc aujourd'hui, nous avons un programme d'accompagner les artisans pour qu'ils soient dans des cadres beaucoup plus formels, beaucoup plus modernes. Un, pour leur permettre de faire de la production de qualité, de finition, parce qu'ils ont l'ingéniosité, mais parfois... Alors, qu'est-ce que vous avez proposé comme rupture de votre arrivée à la tête de ce département? Alors, ce que nous avons proposé, c'est dans le sens encore du PSE. Ce que nous avons proposé, c'est que les ateliers artisanaux doivent être non seulement des espaces de production de qualité, mais aussi doivent être des espaces de formation. Et c'est pour ça que nous avons un ambitieux programme qui nous permet d'accompagner les artisans pour qu'ils améliorent la production, comme j'ai dit, mais aussi pour qu'ils puissent avoir des espaces de formation dédiés aux apprentis. Parce qu'il faut comprendre. On est encore dans la vision. Mais il est bon de savoir qu'est-ce qu'il y a sur le terrain en termes de chiffres. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir une cartographie du secteur, savoir également est-ce qu'au niveau des entreprises publiques du Sénégal, on fait suffisamment appel à nos artisans? On a fait un peu. Si je parle des statistiques, en 2015, on avait une seule entreprise, une seule.
qui avaient des parts de marché dans la commande publique. Sur les statistiques de 2018, nous en avons 37. Parce que nous avons en interne au ministère, le président de la République a créé ce qu'on appelle le projet mobilier national. Le projet mobilier national accompagne les artisans dans la formation, mais accompagne aussi pour les préparer à aller à l'assaut de la commande publique. Donc de 2015 à maintenant, on est passé d'une entreprise à 37 entreprises qui ont pris 1,6 milliard. C'est encore faible. Mais c'est pour ça que j'ai dit, lors du discours d'ouverture, le président veut qu'on aille à 65% des parts de marché. Mais comme j'ai dit, cela nécessite encore de l'encadrement, de la formation. Est-ce qu'une étape ne serait pas brûlée, puisque sur les 15%, les statistiques ne sont pas des meilleures. Les artisans sénégalais se plaignent de ne pas bénéficier suffisamment de cette orientation du président, qui semblait être excellente au départ, mais dans la finalité, ils ne se sentent pas concernés ou ne bénéficient pas justement des retombées. L'écrasante majorité, en tout cas, les artisans, monsieur le ministre. C'est normal, nous avons à peu près 400 000. Mais pourquoi donc quitter les 15% pour aller vers un chiffre beaucoup plus important? Or, au préalable, il n'y a pas une massification en tout cas de tous les artisans pour qu'ils soient concernés. Tous les artisans ne peuvent pas accéder à la commande publique, il faut être réaliste. Mais tous ceux qui ont le profil, je veux dire. Pour tous ceux qui ont le profil. Et il y en a énormément. Bon, il y en a vraiment qui ont le profil, mais c'est une compétition. On peut gagner comme on peut ne pas gagner. L'essentiel pour nous, c'est de les mettre dans les conditions d'aller à l'assaut de la commande publique. Et les conditions que j'ai dit, c'est d'abord la formation pour qu'ils comprennent le principe, comment ça marche les marchés publics, comment il faut faire pour y aller. Mais en amont, il faut aussi la partie technique, la formation technique, les équipements nécessaires. Et sur ça, nous avons fait, de 2015 à maintenant, nous sommes passés d'une entreprise à 37, c'est déjà beaucoup. On espère que quand même dans les années à venir, nous allons en faire plus. Sur quel levier le Sénégal devrait-il pouvoir s'appuyer pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir un secteur artisanal qui tend vers l'industrialisation? Mais comme j'ai dit, c'est la formalisation des entreprises. On est resté dans l'informel, dans beaucoup. Tout le monde pense que l'artisanat, c'est parce que mon père est menuisier ou bijoutier, que je suis bijoutier ou menuisier. Mais c'est un métier, il faut l'apprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'articulation, formation professionnelle, emploi artisanat a un sens. Parce qu'aujourd'hui, les artisans ont la possibilité d'aller faire de la formation professionnelle dans les centres de formation pour améliorer leurs compétences et leur niveau de qualification. On les forme et après, est-ce qu'ils trouvent un emploi? Oui, mais trouver un emploi, c'est justement dans la formation, ce n'est pas seulement un emploi salarié. Aujourd'hui, les changements de paradigme, c'est de permettre aux jeunes qui sont des apprentis ou qui sont dans les centres de formation, c'est d'avoir la qualification technique, mais c'est d'avoir aussi les rudiments nécessaires pour gérer une entreprise parce qu'on veut les orienter vers l'auto-emploi. Parce que la question de l'emploi, elle ne se réglera pas avec l'emploi salarié. Maintenant, il faut les préparer. Ce que nous changeons fondamentalement dans ce que nous faisons, c'est que pendant la formation technique, les jeunes sont formés sur leur plan d'affaires. Ce qui leur permet d'avoir et les compétences techniques et les compétences managériales. Et au bout de la formation, ils ont les deux et ils ont l'accompagnement financier et l'accompagnement non financier pour développer leur propre business et devenir des employeurs et non des employés. Autre chose qui nous interpelle, on a lu dans la presse, il y a de cela une journée, l'ancien ministre Abdoul Mbaye qui dit que le chef de l'État l'a plagié, qu'il avait un programme sur l'artisanat, qu'il avait eu à publier lors de son congrès, alors que ce plan-là a été copié ou plagié par le chef de l'État dans le PSE, puisque, dit-il, dans le PSE, seuls les paragraphes 151 et 152 parlent de l'artisanat. Monsieur le Premier ministre Abdoul Mbaye est venu visiter le salon et on a eu cette discussion. Et je lui ai dit, j'étais étonné de voir dans la presse qu'il dit qu'on l'a plagié. Mais si on regarde la chronologie des faits, je lui ai demandé d'ailleurs quand il est venu visiter, vous avez lu le Yoonu Yokkute et vous connaissez mieux que moi le PSE parce que vous en étiez artisan. Comment le programme qui est né en 2018 peut plagier un programme qui est né en 2013-2014? Ça n'a pas de sens, c'est des paroles de Ce qui était dit, c'est qu'il fallait renforcer le secteur de l'artisanat, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression, quand on entend le chef de l'État, avec les réformes qu'il annonce, qu'il tend vers une industrialisation. Mais ça, je l'ai renvoyé au programme Yoonu Yokkute. Le programme Yoonu Yokkute date de 2011. Comment un programme de 2018, comment un programme de 2011 peut plagier un programme de 2018? Ça n'a aucun sens, c'est des paroles de politiciens. Je pense que cette fois-ci, il s'est quand même, il s'est pas même gouré. Je pense qu'il s'est gouré, mais bon, l'essentiel pour nous, c'est de faire les choses bien pour les Sénégalais, particulièrement pour les artisans. Et aujourd'hui, je lui ai expliqué plus que par le passé, on n'a jamais eu une considération plus accrue pour l'artisanat. Jamais. Aujourd'hui, on n'a jamais mis de ressources aussi importantes dans l'artisanat que par le passé. Nous avons un programme, tout ce que je dis là, c'est un programme de 30 milliards
que nous mettons en œuvre pour nous permettre d'améliorer la qualification des artisans. Et qui seront les bénéficiaires? Mais c'est les... J'espère que ce ne seront pas les entreprises qui seront triées sur le modèle. Vous disiez tout à l'heure que c'est une compétition et qu'il faudrait qu'on puisse désigner les meilleurs. Non, non, ce programme nous permet de créer des champions artisanaux dans toutes les régions, au nom de l'équité territoriale. Nous travaillons avec les chambres de métiers, l'Union nationale des chambres de métiers, avec des critères très objectifs et très inclusifs qui nous permettront de prendre les meilleurs maîtres artisans qui ont des prérequis nécessaires pour que dans les 4 ans qui viennent, qu'on ait des véritables champions, comme j'ai dit, qui vont avancer l'industrialisation. Alors, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir un bilan sur mes fameux 15%? Parce que moi, j'y accorde une importance capitale, tout simplement parce que le projet est porteur et doit véritablement servir aux artisans. Vous êtes en train de concevoir un autre passage pour un autre pourcentage. Alors, les 15% qui ont démarré justement ce projet, où est-ce qu'ils en sont? Mais c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, quand on mettait le programme, le projet immobilier national, le programme immobilier national, on avait 0%. Et en 2014, on avait 0%. En 2015, on a eu une entreprise. Aujourd'hui, on attend les statistiques de 2019, mais sur 2018, on a 37 entreprises artisanales qui ont eu des parts de marché dans ce Et on a combien d'artisans au Sénégal? On a 400 000. Sur 37? Oui. C'est reluisant. 400 000 artisans. C'est reluisant. Non, mais on vient de loin. On vient de très loin. On était à 0. C'est faute de mieux, quoi. C'est faute de mieux. Hein? Non, mais ce n'est pas faute de mieux. Mais je pense que compte tenu des projets et programmes que nous avons, très prochainement, on peut quand même multiplier ce chiffre par... on peut avoir un nombre beaucoup plus important. En termes de faisabilité, il est bon de savoir également ce qu'il y a sur le terrain. Quand on parle de l'artisanat, les gens ont souvent tendance à penser aux objets d'art, à la sculpture ou quelque chose du genre. Il y a des entreprises qui sont là ou des jeunes qui excellent dans des milieux qui peuvent aujourd'hui intéresser beaucoup de personnes. Je pense à Ngaye Mékhé par exemple, pour leurs fameuses chaussures. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau pour que ces gens-là puissent aujourd'hui être assez compétitifs, même au niveau régional? Oui, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si vous aviez fait un tour au salon, vous allez voir que ces anonymes, comme on les appelle, qui sont ingénieurs dans la créativité, dans l'artisanat, on les a détectés, on les a mis en orbite. Ça, c'est le premier pas. Le second pas, c'est quand même de les accompagner. Vous parlez de Ngaye, on a fait beaucoup d'investissements à Ngaye pour accompagner les artisans du cuir. Et nous allons en faire plus parce qu'on a un grand programme de construction d'un centre de formation sur les peaux et cuir à Ngaye qui va démarrer très prochainement. Donc, une chose, c'est d'accompagner les artisans qui sont connus, qui sont structurés, mais une autre chose, parce que c'est à quoi sert un salon, c'est de détecter ces talents-là, des jeunes qui ont du talent, qui ont besoin d'être accompagnés, d'être renforcés, d'être soutenus pour pouvoir développer leur activité. Donc concrètement, sur le terrain, il y a beaucoup d'actions de promotion, de formation, d'encadrement des artisans, mais comme j'ai dit, nous avons fait un départ, mais il reste encore d'autres pas et nous en sommes conscients. Alors nous en étions au salon. On va glisser sur la formation professionnelle, qui est centrale, je crois, dans la politique du président et qui est une demande nationale. C'est ça. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Parce que récemment, nous avons entendu un programme qui fait état de Techifi. Autrement, empêcher les jeunes de prendre les eaux, moi je les appelle les eaux, pour rester au pays et être efficaces. Est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport à ces directives, ces orientations? Oui, sur le programme Techifi, nous sommes acteurs principaux de ce programme qui consiste à former les jeunes, à les accompagner en leur donnant des accompagnements non financiers et leur donner un accompagnement financier pour qu'ils puissent s'installer et développer leur activité. Et aujourd'hui, on a des résultats probants dans toute la partie de Tamba à Kédougou jusqu'à Sédhiou, en passant par Ziguinchor et Kolda, où nous mettons en œuvre ce programme Techifi. Mais cela ressort de la politique globale de la formation professionnelle. Aujourd'hui, comme j'explique souvent, beaucoup de jeunes prennent les eaux parce qu'ils n'ont pas de métier. Ils prennent les eaux parce qu'ils ont été à l'école, enseignement général, déscolarisés précocement, parce que notre système éducatif était ainsi préparé. On a tous fait des études. Bon, moi, je n'ai pas fait des études littéraires, j'ai fait des études techniques, mais fondamentalement, beaucoup de nous ont fait des études théoriques longues, mais qui ne mènent pas à un métier, qui mènent à un diplôme, mais qui ne mènent pas à des compétences. C'est tout le sens de notre programme, le rendez-vous avec l'avenir, l'IGL, qui permet de changer de paradigme en investissant plus dans la formation professionnelle pour donner plus de chances à des jeunes
d'avoir un métier et de rentrer dans le marché du travail. Et comme j'ai dit, de rentrer dans le marché du travail, pas par l'emploi salarié, mais par l'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de notre politique, nous multiplions les places de formation par 4. J'explique souvent qu'on était à 87 centres de formation en 2012 au Sénégal. On est passé à 119 centres de formation professionnelle. Ce n'est pas rien. Si on connaît ce que coûte un centre de formation professionnelle. Nous sommes passés de moins de 30 000 jeunes dans la formation professionnelle, aujourd'hui à 80 600 dans la formation initiale. Et aujourd'hui, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce qui va changer, c'est dans les programmes de formation, le jeune, il apprend un métier et il apprend l'entrepreneuriat. Et justement, l'articulation, c'est tout le sens du discours du président de la République, l'articulation qu'il y a entre l'accompagnement financier que se fera par l'ADER. Donc le jeune, quand on leur donne la possibilité d'avoir des formations courtes, professionnalisantes, qui leur permettent d'avoir un métier, de commencer par un pan de métier, après ils ont la formation en entrepreneuriat, et au bout du rouleau, il y a l'accompagnement financier et tout le suivi et le coaching nécessaire. Alors, pour le faire une petite question, mais elle est très importante à mon sens. Oui. C'est par rapport aux formations, la formation des jeunes, oui. Par rapport au métier du pétrole. Oui. Vous êtes le patron de la formation professionnelle. Oui. Qu'est-ce que le Sénégal a déjà arrêté aujourd'hui? Parce que nous sommes à 1 an de l'exploitation du gaz dans un premier temps et le pétrole qui certainement... 2022. À 2 ans. Oui. 2 ans, c'est presque demain. C'est demain. Je suis d'accord. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on dit, tout ce qu'on dit sur le pétrole, c'est important. Mais je pense que le plus important, c'est de préparer notre jeunesse à gérer ces ressources-là. Il faut saluer l'ingénieuse idée du président de la République qui a consisté à créer d'abord l'Institut national du pétrole et du gaz, qui permet de former des cadres de haut niveau dans la gestion de notre pétrole et de notre gaz. Ça, c'est très bien. Mais aujourd'hui, dans le cadre de la formation professionnelle, nous sommes en train, pour le moment, de former 2000 jeunes dans les métiers connexes et annexes au pétrole et au gaz. C'est important parce que nous ne pouvons pas attendre. Nous avons dans le pipeline la construction d'un centre de formation sur les métiers du pétrole et du gaz pour les techniciens intermédiaires. L'INPG va s'occuper de la formation supérieure et le centre de formation sur les métiers du pétrole et du gaz de Saint-Louis va former les cadres supérieurs, les cadres inférieurs ou intermédiaires. En attendant, nous avons un grand programme avec l'accompagnement de la Banque africaine de développement pour former 2000 jeunes sur les métiers du pétrole et parallèlement, on construit ce centre de formation sur les métiers du pétrole et du gaz. Est-ce qu'on dispose aujourd'hui d'un système d'information fiable sur le marché de l'emploi au Sénégal? Ben oui, nous savons que les statistiques nous parlent de 150 000 jeunes qui arrivent tous les ans sur le marché du travail. Mais comme j'ai dit, on fait beaucoup de rattrapage. Le rattrapage, ce n'est pas sur le plan infrastructurel, mais sur le plan des jeunes. Si nous avons 150 000 jeunes qui arrivent dans le marché du travail, c'est quels 150 000 jeunes? C'est des jeunes qui ont fait des études longues, qui ont un master en sociologie, en géographie, en littérature, bref. Ce qui veut dire que le secteur informel n'est pas pris en compte. Ils ont une base intellectuelle, mais pas scientifique. Oui, ils ont ce que je dis, ils ont une qualification parce qu'ils ont un diplôme, mais ils n'ont pas de compétences. Comme on dit trivialement en Wolof, amuñu métier. Ils n'ont pas de métier. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de renverser la tendance pour que le maximum de jeunes puissent aller vers des formations courtes, qualifiantes, professionnalisantes, qui leur permettent d'avoir un métier. Aujourd'hui, on a besoin de bouchers. On n'a pas de bouchers qualifiés. On n'a pas de plombiers qualifiés. On commence à en avoir. On n'a pas d'horticulteurs qualifiés. On n'a pas dans l'agriculture, c'est un secteur qui nous donne beaucoup de satisfaction, mais on n'a jamais eu de centre de formation sur les métiers agricoles. Nous en avons aujourd'hui. Et où en est le pôle des métiers de Diamniadio? Il avance très bien. Je suis allé le visiter il y a 2 semaines. Il avance très bien. Aujourd'hui, on y fait des formations sur les BTP, des formations sur les mécaniques moteurs, des formations sur la maîtrise énergétique. Et nous sommes en train de finir un complexe sur les métiers du tourisme et de l'hôtellerie. Et un complexe sur les métiers de l'agriculture qui vont servir de centre de référence pour la première fois, parce que ces centres seront les centres de référence à Diamniadio, au pôle des métiers. On aura des centres satellites à Saint-Louis, à Ziguinchor, à Thiep et à Tamba un peu. Alors, quand est-ce que le Sénégal pourra être autonome à tout point de vue sur la question du gaz et du pétrole? Autonome dans quel sens? Autonome au plan de l'expertise. Ben, je pense que c'est un processus. En tout cas, nous, on discute beaucoup avec les pétroliers parce que les formations que j'ai dites tout à l'heure,
ce ne sont pas des formations sorties ex nihilo, c'est des formations qui sont détectées, validées par les pétroliers. Nous avons fait plusieurs ateliers avec les pétroliers, avec l'INPG qui doit être la clé de voûte des formations sur les métiers du pétrole et du gaz pour assurer la formation des jeunes sur ces métiers-là. Mais c'est un processus, je pense que plus on avance dans l'exploitation du pétrole et du gaz, plus on aura besoin de compétences et puis on appréciera pour préparer notre jeunesse. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Dame Diop, le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat. Merci également à Papis Diaw et à vous qui nous suivez de partout. Retrouvez-nous demain à la même heure sur cette antenne. Excellente suite de programme.